Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Hebdo de la médiation, comme tous les mercredis à 12h30 sur mediator.tv. Merci de votre fidélité, de votre intérêt, de vos commentaires, auxquels on prend toujours plaisir à répondre. Aujourd'hui, nous allons traiter particulièrement un sujet qui est d'actualité, mais qui concerne aussi la médiation de manière générale. La CECMC, donc la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, a publié son rapport 2025 et donc nous allons pouvoir le reprendre et identifier toutes les avancées pour le droit à la médiation à l'intérieur de ce rapport. Mais avant ça, avec Jean-Louis, on va traiter de sujets d'actualité en dehors de ce rapport-là. Et pour ces sujets d'actualité, je vais te laisser la parole, Jean-Louis. Bonjour à toi et merci d'être Salut là. Jérôme. Salut Jérôme. Salut tout le monde. Salut tout seul aussi. Salut tout le monde. Salut à ceux qui s'intéressent à la médiation et à ceux qui s'intéressent à la qualité relationnelle. Bien évidemment, à l'ingénierie systémique relationnelle, parce on a passé un stade. C'est-à-dire, on a commencé par l'ingénierie relationnelle et puis on se dit, bah, attends, c'est systémique quand même. Et donc, c'est développé maintenant, hein, l'ingénierie systémique relationnelle. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe. Vous savez que la GIMP, elle va concerner la Journée internationale de la médiation professionnelle, va concerner plus particulièrement les relations internationales. Alors, c'est là-dessus que je vais commencer une petite discussion, parce que c'est un sujet historique pour moi, qui m'intéresse beaucoup. Ça se passe au Sahara occidental. Ça se passe entre l'Algérie, dans le Maghreb, quoi, hein. C'est cette partie qui était en fait une partie espagnole, une colonie espagnole. Et depuis que les Espagnols se sont retirés du Sahara occidental, ben, il y a des tensions. Il y a des tensions, à savoir, est-ce que les Sahraouis, un lieu où en fait il pouvait y avoir une culture spécifique qui disait que bah, on reconnaît l'existence d'une nation ou pas. Ou alors, est-ce que juste une région ou une sous-région du Maroc, ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un environnement qui doit être aussi considéré comme étant indépendant, comme le dit l'Algérie et comme le réclament des Sahraouis. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, et il y a l'ONU qui s'est branchée sur la question depuis longtemps. Moi, j'étais intervenu il y a des années là-dessus. Et puis c'est une vieille histoire de copinage, d'amitié, qui m'ont toujours lié à la fois au Maroc, au Sahara occidental, et un peu à l'Algérie. Et donc c'est toujours important de regarder cet environnement et de savoir un jour quand est-ce que l'intelligence va s'asseoir avec les parties, avec les personnes qui mènent ces discussions pour poser les choses clairement et trouver une solution la plus satisfaisante ou la moins insatisfaisante possible, hein. Parce que c'est de ça, mais pour moi la question c'est quand est-ce que l'intelligence humaine va s'asseoir avec les gens? Mais peut-être qu'il va falloir l'inviter, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et donc, bah, il y a des gens qui disent, bah, peut-être que ça peut venir du Qatar. Alors, il y a eu un article qui est paru dans un journal, hein, qui s'appelle Express, hein. Donc, c'est une version un peu espagnole. Et donc, il y avait un article qui proposait que le Qatar joue un rôle dans cette médiation pour pouvoir trouver une solution. Donc on sait bien que le Qatar, il est toujours en position phare sur un certain nombre de médiations. On l'a vu entre la Russie et l'Ukraine. Mais on a vu aussi quels sont les intérêts du Qatar, hein. Qu'est-ce qui est caché derrière les interventions du Qatar? C'est souvent une manière de se présenter et de s'afficher et de masquer un certain nombre de choses qui concernent le Qatar lui-même. Donc, c'est quand même assez problématique de se dire, ah ben voilà un bon médiateur possible, alors que ben, moi je vous invite à aller à faire des recherches, hein, sur les médiations et le Qatar, et vous verrez que c'est toujours intéressé sur le plan financier, et puis c'est pas des accords qui sont trouvés de culturels. Or là, la vraie question par rapport à cette région du globe, je vais la traiter comme ça pour pas dire que c'est du Maroc, c'est indépendant, etc. C'est une région du globe et avec des gens dessus.
et des gens qui voudraient, qui voudraient bien que la situation s'harmonise, quoi, qu'il y ait une solution. Ça va pas se faire avec de l'argent, parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Et c'est d'abord une affaire culturelle, c'est d'abord une affaire de compréhension, de partage de culture, de manière de vivre, de sens de la vie aussi. Quel est le sens qu'on peut donner à une autonomie? Alors, c'est la proposition du Maroc, hein, une autonomie de gouvernance. Alors, et puis, bon, il y a l'Algérie qui dit, ben non, c'est une indépendance, hein, puis hop, c'est avec des Sahraouis. Enfin, il y a chacun à son pôle, hein, de partenaires, de discutants. Et je pense que c'est important qu'à un moment donné, les gens qui s'intéressent à la situation ben, se disent véritables enjeux. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que c'est sous-sol, les véritables enjeux? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que sur le sol, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est du sable. Mais bon, il y a déjà des villes qui sont installées par le Maroc. Bon, et il y a déjà des environnements culturels, hein, sur tout le bord atlantique. Et il y a toute une discussion qui se met en place. Donc il y a eu à un moment donné des échanges de prisonniers, c'est vrai. Le Qatar est intervenu, on ne sait pas vraiment comment ils sont intervenus. Il y a des valorisations d'intervention qui sont survalorisées. Donc moi, je me dis que c'est en tout cas, quand on parle de médiation, il faut bien comprendre qu'on parle d'abord du sens de l'existence, du sens de rapport aux choses, du sens non pas en termes d'enjeux et d'intérêts, parce que c'est pas ça qui réellement va résoudre les problématiques. C'est pas en mettant de l'argent sous la table ou sur la table que les choses vont changer. C'est plutôt en discutant intelligemment sur le sens de l'existence et ce qu'on va transmettre à nos héritiers, à ce qu'on va vivre dans l'immédiat et ce qu'on va transmettre aux héritiers. Donc voilà, je vous dis, intéressez-vous à ça. On en reparlera lors de la JIMP, de la Journée internationale de la médiation professionnelle, avec Edith Delbray et Vincent Tossa, avec d'autres personnalités qui vont venir à cette journée. Alors, il y a d'autres aspects qui sont aussi très sympas dans l'actualité. C'est un tout autre aspect, hein. Je change, hein. Là, je passe du registre international à quelque chose qui est la médiation pénale. Alors, je vais vous dire, il y a un troisième aspect, ça va être la médiation scientifique, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi qu'on parle de ces différentes formes de médiation. Mais donc, sur la médiation pénale, ce que j'ai vu apparaître, ce que je vois apparaître, c'est assez régulièrement le fait qu'il n'y a pas de confidentialité sur ce qui se décide ou se choisit sur la médiation pénale. Et là, j'étais très très étonné de voir qu'une personne qui a été mise en cause dans une affaire de médiation pénale s'est retrouvée avec sa photo dans un journal local, hein. Le journaliste, le journal a publié à la fois le fait d'une décision ou d'une reconnaissance de culpabilité qu'il y a eu en médiation pénale. En l'occurrence, il s'agit d'une dirigeante d'une patronne d'une organisation qui aurait giflé euh, un sous-traitant. Et donc, ça se serait mal passé. Il s'est passé quelque chose entre eux et il y aurait eu des échanges. Alors, il y a dans la presse soit c'est des échanges de coups de poing. Alors, elle met en cause la rédaction du journal, met en cause la personne en disant qu'il y a eu des coups de poing qui auraient été donnés par la patronne de cette entreprise à cette autre personne. Et donc, il y a eu une plainte et il y a eu une médiation pénale. Le proc a décidé que, bon, compte tenu des faits, ça nécessitait pas une poursuite judiciaire, ou en tout cas, pas dans la situation des informations qu'il avait. C'est comme ça que le proc décide si oui ou non il va y avoir une médiation de type pénal, d'ailleurs sous son égide. Et donc, les échanges dans ce contexte de la médiation normalement, sont confidentiels. Donc, en tout cas, le médiateur, lui, est tenu à la confidentialité. Là, le médiateur n'est pas en cause. Il y a seulement
le fait qu'il y a une publication de ce qui a été dit dans le cours de la médiation, en l'occurrence que la personne reconnaisse, qu'elle reconnaisse entre guillemets, parce que je vois dans le même journal, dans le même journal, que la personne contestait la réalité des faits. Alors, il se trouve que c'est pas dans le même séquencement historique, hein, parce que elle contestait ça au mois de juin, et puis il semblerait qu'elle ait reconnu sa culpabilité, entre guillemets, parce que c'est reconnu qu'elle a donné des coups là, dernièrement, au mois de décembre. Donc, il y a eu tout un temps de médiation, de discussion. Le problème, c'est que c'est cette médiatisation. Parce que comment rétablir une relation de qualité? Parce que c'est vrai que la médiation pénale n'a pas pour objectif de mettre de la qualité de la relation entre les personnes. Et ça, c'est vrai que oh, ça mérite d'être réfléchi. Ça fait des années que je le dis, je n'étais pas revenu sur le sujet. Mais quand il y a une médiation pénale, il faudrait quand même qu'il y ait l'injection de la qualité relationnelle dans cette démarche-là, parce que ça ferait du bien généralement. C'est-à-dire que c'est un excès de comportement, là, on peut regarder. C'est pas une infraction au sens où la personne est accusée d'avoir fait des tags sur des monuments publics, etc. Là aussi, très souvent, ça fait l'objet de médiation pénale par le proc, mais là, c'est pas le sujet, c'est une problématique relationnelle. Il y a eu des relations qui se sont violemment dégradées et soudainement. C'est-à-dire que c'est pas une agression, en l'occurrence, hein. C'est une relation qui s'est dégradée et qui s'est dégradée au point d'en arriver à à une violence. Donc, si c'en est arrivé là, c'est bien qu'il y ait un historique. Et le proc a eu tout à fait raison de mettre en place une médiation. C'est tout à fait pertinent. Par contre, oui, moi je trouve très problématique que la presse s'empare de ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle on ne va pas dire d'où où c'était, mais c'est vrai que ces médias, on le retrouve un peu partout. Mais je trouve ça très problématique que la presse s'autorise à publier des contenus de médiation pénale. Parce que c'est pire qu'un casier judiciaire. Il faut quand même que les journalistes se mettent ça dans la tête. C'est vrai que c'est quelque chose qui me met en colère parce que c'est très difficile pour que les journalistes comprennent très souvent ce que c'est que la médiation. Et quand il y a une exhibition d'un problème relationnel, et puis que là, ils vont pouvoir en fait faire la rubrique des chiens écrasés, ils en font tout un truc. Et ça, c'est pour moi, c'est de l'incompétence journalistique. Vous n'avez pas autre chose à faire dans votre vie? Non, mais c'est quand même grave que vous allez inscrire dans la durée cet incident de vie de cette personne. C'est un incident de vie. Et vous l'inscrivez durablement, c'est pire qu'un casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire, on ne le voit pas. Mais le casier journalistique, on le voit. Et ça, pour moi, je trouve ça très grave que des journalistes s'autorisent à faire plus grave. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait voir que sur Wikipédia, compte tenu que c'est médiatisé, eh bien, pourquoi pas, médiation pénale, illustration, et puis voilà cette personne qui est encore marquée à vie concernant ce genre de choses. Donc là, pour moi, ça, c'est très problématique, c'est très grave. Et je trouve, monsieur le procureur, que vous pourriez donner une petite leçon à ces journalistes, même bien que ce ne soit pas de votre ressort, mais quand même, il y a quand même un problème de transgression de l'éthique. Parlons éthique. Et ça, voilà, comme ça, les journalistes peuvent savoir que, enfin, ces journalistes-là, parce que je ne vais pas tous les mettre dans le même sac, c'est quand même un gros problème du comportement journalistique par rapport à ça. Alors, ça, c'était le deuxième point. Euh, C'était le deuxième point. Et Et donc, il puisque reste la médiation scientifique que tu voulais aborder, il puisqu'il y a reste, un point il reste d'actualité. la médiation scientifique. Mais je souris, mais ça ne me fait pas rigoler, hein. Vous pouvez savoir, hein, que les journalistes en question, je vois bien que c'est des chantres de la morale, et on voit bien que c'est toujours du même côté, hein, avec l'art du dénigrement, qui fait que on arrive à faire mal aux gens durablement. Euh, Tu vois, parce que cette personne se retrouve euh, étiquetée, quoi. Tu vois? Donc moi, ça, je trouve ça très, très problématique que cette rubrique puisse exister de cette manière-là. Alors qu'on le signale, oui, mais qu'on en fasse ce genre de choses, non.
Alors, la médiation scientifique, ça c'est quelque chose de génial. Génial. C'est avec ça, avec ce modèle de la médiation scientifique, que j'ai eu, moi, une grande inspiration méthodologique par rapport à la médiation professionnelle. Et alors, je me suis dit, tiens, la médiation scientifique, c'est quelque chose qui est une... On transmet, c'est pas de la vulgarisation, hein, sinon ça s'appellerait vulgarisation scientifique. Non, la médiation scientifique, c'est plus que ça. C'est permettre à des personnes de s'approprier des connaissances, de faire des découvertes pour comprendre comment fonctionnent des données scientifiques, des aspects scientifiques pour des Alors, semble, enjeux. Pardon? j'ai cru qu'il y avait une coupure parce que tu avais l'air figé, donc je vais meubler Euh, le temps que tu reviennes sur la médiation scientifique. alors, je ne me fige pas, non, non, je ne me suis pas figé, mais bon, c'est possible que le réseau. Ah, c'est vrai que le réseau me joue des tours et il me dit, ah, mais vous avez une connexion instable. Alors, je vais d'ailleurs brancher, brancher parce que j'ai un problème de Wi-Fi. Donc, voilà, attends, je vais brancher mon Wi-Fi. Voilà. Donc, sur la médiation scientifique, c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vous invite à regarder parce que c'est de la transmission pédagogique. Et ça, c'est une rigueur. C'est-à-dire qu'il faut que le médiateur scientifique soit très rigoureux sur ce qu'il va transmettre et comment il va le transmettre. Comment ça va être compris. Alors, je peux vous dire, j'ai tellement confiance dans les médiateurs scientifiques, dans la rigueur qu'ils ont, que je suis souvent allé écouter des gens dessus, et fort heureusement, parce que je me souviens, par exemple, à l'époque de H1N1, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous dit quelque chose, c'était le truc avant Covid. Euh, c'était très grave, on devait tous choper la grippe porcine, on devait tous se retrouver mondialement couchés, peut-être mourants, et donc il fallait tous se faire vacciner. C'était Bachelot qui avait balancé ça, etc. Mais il y avait eu un scientifique qui avait attiré l'attention sur le fait que tout ça, c'était du pipeau. Ah, ça fait mal, ça. Et ça, ça fait mal. Et bon, moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Le gouvernement dit ça, quand même, le ministre de la Santé dit ça, quand même, c'est tire le signal d'alarme. etc. Et donc, je vais aller voir ce qu'il en est. Et je découvre qu'à ce moment-là, au Palais de la Découverte, il y a une conférence d'un médiateur scientifique sur le sujet. Et bien on a pris, vraiment. Je suis allé écouter ce gars-là. Malheureusement, je vais vous dire, on était très peu nombreux, on était quatre ou cinq dans la salle, quoi. Quatre ou cinq. Et le type, il nous a fait un exposé extraordinaire. Alors là, j'ai compris un truc, mais comme j'étais pas sûr d'avoir vraiment bien compris, je lui ai dit, dites-moi, autrement dit, de tout ce que vous dites là, euh, le gouvernement n'est pas sûr, personne au gouvernement n'est sûr de la pertinence des arguments qui sont développés. Alors il m'a dit, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est vrai que c'est de la politique. Ah, alors, alors quand le gars il dit ça, j'ai compris. Je suis reparti en me disant, ben voilà, je vais pas me faire shooter. Et puis bah, donc ça a été la fin. Ça a été aussi la fin du discours de Bachelot et de toute la bande sur le fait de ce montage, en fait, hein, de ce montage. Bon, ça n'a pas empêché, ils ont fait un autre montage plus tard, dont vous avez entendu parler, qui nous a coûté quelques enfermements à la maison, etc. Donc voilà, la médiation scientifique, moi je vous recommande ça, parce que c'est vraiment une ressource. Et quand vous vous posez une question scientifique, quelle qu'elle soit, rapprochez-vous des médiateurs scientifiques, parce que ce sont des scientifiques qui sont rigoureux, et quand ils savent pas, ils laissent le doute rationnel. Et ils sont là, et ils sont pas là pour agiter la peur, ils sont pas là pour agiter on l'a déjà expérimenté, et ni le doute émotionnel, ni le doute expérientiel. Ils sont là pour poser vraiment
les questions qui sont de nature à nous intéresser. Et bien évidemment, ils éliminent les fausses questions. Il y en a beaucoup. Donc moi, je vous invite à ça. C'est comme dans la médiation professionnelle. C'est pour ça que ça m'intéresse, parce que c'est une approche rigoureuse et on élimine les fausses questions aussi en médiation professionnelle. Donc voilà, ça, c'était les trois sujets d'actualité. Alors, ça a pris un petit peu Et de après temps. Je te remercie, l'actualité, Jérôme. et après l'actualité, donc, on en revient à la thématique centrale. On vous l'a annoncé, la médiation de la consommation fait l'objet d'un rapport de la CECMC. Alors, la CECMC, c'est la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Un acronyme, comme il y en a beaucoup, qui est difficile à se remettre en tête. Sachez que c'est l'organe qui est rattaché au ministre de l'économie et qui a en charge d'encadrer les médiateurs de la consommation, puisque la médiation de la consommation, c'est une obligation pour toutes les entreprises qui vendent à des particuliers, que ce soit des biens ou des services. Et donc, depuis 2016, la CECMC encadre et fait des rapports ponctuels. Là, il y a eu le rapport qui a été publié la semaine dernière ou en début de semaine, 2022-2025, pas 2002 quand même. Et dans ce rapport, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Il y a un élément qui revient en conclusion quand même, c'est que ça fonctionne, mais pas encore comme elle devrait. Et ce rapport ne demande finalement pas plus de droit, mais il demande que le droit existant devienne enfin praticable et en plus, il met un point, un focus sur le fait que, eh bien, le fait que ce ne soit pas une procédure judiciaire permet aussi d'accompagner des personnes bien au-delà de ce que la justice aurait pu faire dans ces litiges qui existent entre des professionnels et des consommateurs. Alors, on va peut-être parler des chiffres dans un premier temps, hein. Les chiffres ils sont clairs, hein. Voilà, c'est pragmatique. Pour 210 2024. 000 saisines. 210 000 saisines traitées par an. C'est quand même du lourd, hein. 210 000. Alors, C'est-à-dire 210 que 000 en 2024, mais hein, c'est aussi 40% de plus depuis 2020, pardon, et hein. c'est doublé par rapport à 2017. Donc, on voit qu'il y a une montée en charge quand même qui est progressive, mais qui est exponentielle aussi. Alors, il ne faut pas se dire que c'est parce qu'il y a plus de litiges qu'avant. Il faut dire que, en fait, c'est un dispositif qui est de plus en plus connu. Et même s'il est encore hein, méconnu, t'allais dire ça, mais Oui, j'allais rebondir là-dessus, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qu'on a au téléphone et qui nous disent, je viens d'apprendre ouais. qu'on a une obligation. Moi, je travaille depuis 30 ans et je viens de l'apprendre aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, c'est depuis 2016 l'obligation, mais vous n'êtes pas les seuls. Et c'est Voilà, assez ça fait fréquent. jamais que 10 ans ça fait jamais que 10 ans qu'un droit, en fait, qu'une disposition légale a du mal à se faire repérer, alors qu'elle vise des choses qui sont, qu'elle vise initialement le fait de décharger le système judiciaire. Hein. Même si pour nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, parce qu'on se dit, mais ça peut qu'améliorer la qualité des relations entre les professionnels et les consommateurs. C'est quand il y a une dégradation de la relation qu'on peut intervenir en tant que médiateur. Mais c'est vrai que tous les professionnels sectoriels ne sont pas dans une dynamique forcément de qualité de la relation. On le voit par exemple sur les assurances, les marchés financiers, les tours opérateurs, etc. Il y a une dépersonnalisation. Le fait est que c'est le caractère dépersonnalisant qui amène à reconsidérer certaines manières d'aborder les litiges. Quand c'est un professionnel direct, hein, vous allez voir par exemple, vous allez dans un grand magasin, et vous achetez quelque chose, et puis bah, finalement, ça ne se passe pas bien. Parce que ça tombe en panne, et puis il y a une contestation, il y a un problème de relation, vous vous fâchez avec le vendeur, finalement, vous arrivez plus à trouver un accord avec le service après-vente, ça vous fout les boules, et donc ça devient tellement dégradé que ça devient avec le commerçant ou avec les représentants du commerçant.
Et même pour les représentants du commerçant, ça devient difficile de discuter avec vous. Bon, voilà. Donc là, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas comme un vol, vous apprenez le vol pour un avion, et puis le vol, il a été annulé. Et puis vous êtes resté pendant 15 jours dans l'aéroport. Non, pas 15 jours, mais pendant longtemps dans l'aéroport. Waouh, ça fait quand même long, hein. Et donc là, vous dites, ben, moi, je veux être au moins remboursé de mon billet d'avion. Ben, votre billet d'avion, il coûtait 60 balles. Donc, ça, c'est pas beaucoup, disons. Mais par contre, oui, c'est vrai que vous êtes resté longtemps dans l'aéroport, hein. Je rappelle, 15 jours. Donc là, vous vous dites, mais je devrais avoir une indemnisation. Donc, vous vous tournez vers le médiateur des voyages, hein, du tourisme et du voyage, hein. Et là, bah, c'est difficile, c'est un marathon, quoi. C'est vrai que c'est. Et parce que c'est le côté dépersonnalisant, il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés, il y avait beaucoup d'avions qui n'ont pas décollé ce jour-là, etc. Donc ça devient une problématique collective où l'individu lui-même, c'est pas la relation de l'individu avec une personne, c'est la relation de l'individu avec une entreprise qui était confrontée à une situation, à un imprévu. Donc, et n'empêche que ça a créé un dommage aux consommateurs, hein, aux voyageurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment différentes approches de la médiation de la conso. Oui, alors effectivement, cet aspect-là, c'est aussi le fait que finalement, quand on a une approche gestionnaire de sa clientèle, on considère les clients comme des dossiers et plus vraiment comme des humains, ce qui Ouais. participe à la déshumanisation et donc à la perte de qualité relationnelle. Et donc forcément, quand il y a une petite dégradation, si on le traite comme un dossier et pas comme un humain, il y a un manque de reconnaissance, une insatisfaction croissante du fait simplement que la personne ne soit pas reconnue en tant que personne, mais en tant que Ouais. dossier. Alors, ben, ça veut dire qu'il y a eu désormais, il y a une meilleure connaissance de certains dispositifs de médiation chez les professionnels, notamment chez les institutionnels. Et là où il y a moins de connaissances, peut-être que c'est du côté des PME, du côté des petites entreprises, du côté des entreprises de proximité, parce que dans les environnements sectoriels, la connaissance du dispositif de médiation est beaucoup plus affichée parce que ça a été une obligation, c'est très centralisé. Et nous, on voit bien que pour pouvoir, par exemple, faire connaître aux commerçants de proximité ou aux acteurs du commerce des commerces de proximité, la médiation, même si on passe par les fédérations de commerçants, bah, l'information, elle est difficile à diffuser. On le voit même, par exemple, par rapport au taxi, hein, on l'a vu tout récemment. Eh ben, et c'est des petits groupes, des petites entreprises, des petits regroupements d'entreprises. Ils sont 20 ici, 30 là, 15 là, etc. Et donc, c'est plus difficile, c'est moins centralisé dans certaines professions. Et même s'il y a des structures qui peuvent paraître centralisatrices, elles ont des difficultés à communiquer avec tous leurs membres. Donc, c'est tout un travail de pouvoir faire connaître cette médiation. Donc ça, on y reviendra, hein, mais ça explique qu'il y a une augmentation des saisines et une augmentation ben, des accords aussi, une augmentation du succès du dispositif et puis de l'insuccès du dispositif, autant, tu vois, des deux côtés, hein. Donc on a des chiffres là. La CECMC a publié des chiffres. Alors, effectivement, hein, je vous le montre quand même parce qu'on l'a reçu, le document, un document papier, hein, c'est du lourd, hein. Il y a 88 pages, je crois, de mémoire, donc c'est bien documenté. Il y a Très beaucoup joli d'ailleurs. d'interventions. Très joli. Il ne Pardon? manque que notre photo. Et très joli. Il ne manque Et que notre photo dessus. ce sera peut-être pour l'année prochaine, on échangera Ouais. avec eux. Donc là, dans le rapport 2022-2025, donc il s'arrête finalement à 2024 hein, dans les chiffres, parce qu'il faut le temps de traiter, et les chiffres 2025 ne sont pas encore connus puisqu'on n'est pas en 2026. Cependant, 77 médiateurs référencés. Alors, parmi ces 77 médiateurs validés par la CECMC, donc, il y a en fait 25 médiateurs de la consommation qui sont des associations ou des sociétés telles que la société médiation professionnelle. Le reste, c'est soit des médiateurs d'entreprise, donc rattachés à une seule entreprise, soit des médiateurs publics
soit des médiateurs rattachés à une seule fédération, là aussi. Donc vous voyez, il y a un panel très large. Retenez qu'il y a en tout 77 médiateurs de la consommation en activité en 2025. Parmi tous ces médiateurs, parmi ces 210 000 saisines traitées en 2024, le chiffre des saisines recevables menées à leur terme. Alors ça, c'est un peu particulier, il faut déjà qu'elles soient recevables. Mais une fois qu'elles sont recevables, 77,5%, que je donne le bon chiffre, arrivent à terme. 80% d'accord quand la médiation va au bout et 58,5% de propositions favorables aux consommateurs. Ça, c'est une donnée plus récente. Avant, ils ne nous le demandaient pas. Maintenant, ils cherchent à vérifier que les propositions que le médiateur fait et les solutions qui sont adoptées, à quelle proportion elles sont favorables soit aux professionnels, soit aux consommateurs, soit aux deux. Alors là, il y a toute la difficulté parce qu'en fait, quand on est médiateur professionnel, on vise la qualité des relations entre les deux personnes. On n'est pas là pour être favorable à l'un ou à l'autre, mais pour favoriser le fait qu'ils trouvent un accord. Donc pour nous, c'est un peu Mm. différent puisque ça va être, même si matériellement, on peut considérer que c'est plus vers le consommateur, en fait, le cœur de notre travail, c'est déjà de permettre que la qualité de la relation soit rétablie pour qu'après, ils trouvent une solution qui leur paraît la plus acceptable pour eux. Ça, Bah, c'est c'est les déjà plus premiers facile, chiffres. hein. Ouais. C'est déjà plus Oui, facile parce que on le verra d'ailleurs avec les chiffres, hein. Ça a un impact sur le type de solutions qui sont trouvées par les médiateurs de la consommation de manière générale et par ce que fait la SMP, c'est-à-dire la Société Médiation Professionnelle. On y reviendra un peu plus tard sur cette comparaison-là. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? 200 000, on l'a dit, c'est le paradoxe. alors, tu en étais à 80% d'accord lorsque la médiation va au bout, hein, et 58,5% des propositions favorables totalement ou partiellement aux consommateurs. Ce que je trouve vraiment aussi intéressant c'est un comparatif, hein, Jérôme, le comparatif qu'on a fait, c'est par exemple sur le nombre de, de saisines qui sont considérées comme recevables. Moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que on a un ensemble de saisines et on ne peut pas tous les accepter. Pourquoi? L'une des causes qui a été identifiée, c'est le manque d'information. C'est-à-dire que le consommateur ne sait pas quelles sont les conditions réelles qui vont permettre de valider, de rendre recevable sa réclamation. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Ça veut dire que la manière dont il saisit le médiateur n'est pas la bonne. Alors, par exemple, par exemple, pour pouvoir saisir le médiateur, il faut déjà que la plainte en question date de moins d'un an, hein. Il faut que le consommateur ait fait une démarche auprès du commerçant, du professionnel, et qu'il en ait la trace. C'est-à-dire que c'est pas une chose de dire ah bah j'ai téléphoné, je suis allé le voir, etc. Non, il faut écrire. Il faut écrire, garder la trace de l'écrit. Donc un mail, ça peut faire, hein. Mais bon, c'est souvent la lettre recommandée. Et puis aussi, il peut manquer des éléments du dossier. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il y a pas de contrat. Donc, c'est vrai que ça pose un problème. Il n'y a pas de ticket de caisse, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de ceci. Donc, il faut voir que le consommateur doit être bien informé de la manière dont il doit saisir le consommateur, le médiateur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ne pas se tromper de médiateur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de médiateurs, c'est vrai. Et donc, quand on est saisi, par exemple, ben, si on n'est pas référencé par le professionnel, et si le professionnel n'a pas de médiateur déjà, ben, il est en tort, d'accord, mais en tout cas, nous, on ne peut pas intervenir. Et en plus de ça, bon, vous pouvez toujours nous saisir. Va prendre contact avec avec le professionnel généralement, puis on l'incite à s'actualiser, ce qui fait qu'on peut permettre comme ça de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais la réalité, c'est que il faut regarder
si le professionnel a bien le médiateur en question, et ça doit être marqué partout. L'information doit être facilement accessible. Donc le consommateur est mal informé pour l'instant. Alors, c'est intéressant peut-être justement de faire un comparatif, de donner les chiffres déjà nationaux, publiés Ouais. dans le rapport de la CECMC. Quand tu disais la recevabilité, en fait, 45% des demandes de médiation sont recevables. Ça veut dire donc qu'il y en a 55% qui ne sont pas recevables pour les motifs que tu as évoqués. Et on va les décrypter un peu plus, parce que là, on a des chiffres précis qui ont été donnés. Euh, Et le nous, c'est principal, 40%. nous, c'est 40%, donc on est un peu moins recevable, mais on va y revenir justement parce qu'il y a un élément de pédagogie qu'on fait qui nous pénalise peut-être sur les chiffres, mais qui permet d'accompagner les consommateurs. J'y reviendrai un peu plus tard. Oui, on va faire là 142 jours pour traiter un litige. Ça, c'est la moyenne, le temps moyen nécessaire entre le moment où la médiation est déclarée recevable et le moment où la médiation se termine. Légalement, il est prévu que le délai doit être inférieur à 90 jours. On peut doubler ce temps-là. Il suffit d'en informer les parties de manière à avoir suffisamment de temps. Mais ce temps de 142 jours moyen par litige, il est en augmentation. Et ça, c'est une des problématiques qui sont rencontrées. Alors nous aussi, on rencontre cette thématique-là. La société médiation professionnelle rencontre cette thématique-là. Cette problématique-là, nous, on est à 35 jours. Mais on était à une dizaine de jours il y a quelques années de cela. Donc nous aussi, on est confronté à cette augmentation du délai pour résoudre un litige, même si pour l'instant, on est inférieur à ce qui est le temps moyen des litiges. Alors, Jérôme, il y a quand même un point, c'est, c'est que quand en fait vous saisissez un médiateur de la consommation, par exemple des assurances, où il y a tout un dossier. Donc vous envoyez le dossier au médiateur d'assurance. Et donc, comment ça va être traité? C'est ça le truc que j'ai regardé, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables d'avoir plus de 2,5 millions de pages de contrats qui leur sont envoyés et qu'ils doivent éplucher. Je ne sais pas si vous voyez, 2,5 millions de pages. Alors, bon, c'est des pages A4, hein, et je sais pas si vous voyez un contrat d'assurance, c'est que c'est écrit en tout petit. Ils prennent des logiciels de reconnaissance de caractère, parce que quand il y a ce qui est envoyé par mail, quoi qu'il en soit, bon, il va falloir analyser les contenus, trouver en fait les conditions générales de vente, hein, donc voir isoler, voir si c'est dans ces conditions générales de vente, il n'y a pas des clauses abusives ou des machins comme ça, et puis voir ce qui est applicable. En fait, ils font appel à des sociétés, ils font sous-traiter ce traitement des OCR, là, de reconnaissance de caractère, par des sociétés, et puis de compilation, parce que c'est comme c'est aliasé, vous envoyez un dossier, vous le faites proprement, donc vous dites, bah, voilà, je vais tout mettre ça, paf, je mets une agrafe. Eh ben, en fait, pour pouvoir les faire passer dans les machines pour le traitement numérique, eh bien, il va falloir le désagrafer, hein. Donc, c'est tout un boulot, quoi, à côté, avant même de traiter le dossier. Donc, vous pouvez comprendre que ça prend du temps. Et c'est vrai qu'on peut mettre des accélérateurs, on peut mettre des pédaliers pour pouvoir accélérer la machine, tout ce que vous voulez. N'empêche que c'est pas ça qui va faire qu'à un moment donné, ben, ça va arriver à celui qui va traiter le dossier. Et parce que on est dans une relation de traitement de dossier. Et, et moi, je pense que déjà, en amont, il pourrait y avoir un autre process. Mais ça, Alors c'est ça, toute la question sur le process qui est posée. Donc, vas-y, Jérôme. oui, je voulais rebondir parce qu'en fait, là aussi, on a des données, hein. Le temps moyen pour répondre sur la recevabilité de la demande, le rapport de la CECMC évoque 22 jours, 13, non, 22 jours. Normalement, il faut répondre dans les 21 jours. Donc on voit que là qu'il y a un temps important consacré à l'étude de la recevabilité du dossier, très certainement en partie parce que justement,
il y a beaucoup d'éléments de contrat, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, en tout cas selon la façon dont est traitée cette demande de Mhm. recevabilité. La SMP, nous, on est à un peu plus de 4 jours, on va dire 5 jours de moyenne pour traiter la recevabilité. Alors, effectivement, on va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite parce que déjà, le premier élément, c'est de reconnaître qu'il y a une insatisfaction, ça c'est commun à tout le Mhm. monde, et évidemment qu'il faut vérifier si c'est infondé ou abusif. Alors là, rentre en compte le fait qu'il y a aussi certains types de dossiers dans certains secteurs qui sont beaucoup plus complexes à analyser pour en vérifier s'il est infondé ou abusif. Donc ça peut jouer déjà sur ce temps, mais en tout cas, il y a des possibilités de traitement beaucoup plus rapide de la recevabilité pour ne pas laisser le consommateur avec une attente trop longue par rapport à cette demande-là pour savoir si déjà c'est OK. Ça, c'est un aspect. Mhm. Alors si on revient sur les autres éléments qui sont dans cette recevabilité, on voit que en fait en 2024, euh, il y avait 43% des demandes qui étaient recevables et qui étaient irrecevables, pardon. Et chez nous, effectivement, on se retrouve à 66% d'irrecevables. Vous allez comprendre pourquoi nous, on a ce chiffre-là et pourquoi, de manière générale, il y a ce chiffre-là. Alors, le premier élément identifié par la CECMC, c'est le fait qu'en fait, le consommateur n'a pas apporté réclamation auprès du professionnel. Et ça, c'est 67% des demandes non recevables qui sont dans cette catégorie-là. Nous, c'est inférieur à 1%. Alors, ce qu'il y De a, manière Jérôme, générale, tu c'est vois, ça. ce qu'on peut noter là, que quand on a en moyenne 43% d'irrecevables, d'une manière générale, c'est parce qu'en fait, la CECMC prend tout en compte. C'est-à-dire que pour un assureur, l'irrecevabilité, par exemple, la médiation des marchés des financiers, l'irrecevabilité, elle est moins improbable, mais c'est eux qui ont le plus de litiges. Donc, ils ont des masses de litiges très importantes, si bien qu'ils ont une irrecevabilité moins importante que nous, parce que eux, ils vont pas être saisis, par exemple, par des gens pour des sujets qui sont hors de leur secteur. C'est-à-dire, nous, on a des professionnels, mais on est saisi par des gens dont les professionnels ne sont pas adhérents à notre dispositif. Donc, on est obligé de les admettre dans les irrecevables. Donc, tandis que les médiateurs spécialisés, par exemple celui du tourisme, il ne va pas être saisi par des consommateurs dont les professionnels avec lesquels ils sont en litige ne sont pas susceptibles de pouvoir être traités par le médiateur du tourisme en question. Donc, c'est pour ça, il y a plus de potentiel de recevabilité d'une manière globale. Tandis que pour les médiateurs généralistes comme nous, il y a plus d'irrecevabilité. Donc c'est pour l'instant en tout cas, hein, parce que l'information n'est pas assez claire. Oui, alors on va y revenir justement, si tu veux, on le fait tout de suite, hein. Si les médiations qui sont pas recevables parce que le professionnel n'est pas chez nous, en fait, c'est ce qu'ils appellent hors champ de la De médiation de compétences. la consommation, hein. Mhm. De manière générale, en moyenne, c'est 21% des demandes. Chez nous, c'est environ 96% des demandes. Alors, effectivement, parce qu'on est généraliste, donc quelqu'un qui a un litige avec son coiffeur, il voit que nous, on est Médiateur de la compétent consommation. sur ce domaine-là, et donc ils Mhm. nous saisissent sans vérifier si le professionnel est effectivement chez nous. Oui. Donc, ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point qu'on a identifié, c'est que la plupart des médiateurs de la consommation ont un formulaire qui, d'entrée de jeu, si vous n'avez pas le bon professionnel, ferme le formulaire et ne comptabilise pas le fait que c'est irrecevable. Alors que nous, on laisse ouvert pour deux raisons. La première raison, c'est que vous n'êtes pas toujours, en tant que consommateur, en capacité d'identifier quelle est la raison sociale du professionnel. Quand vous avez par exemple une micro-entreprise, il y a son nom et son prénom, mais souvent en fait, il va utiliser un nom commercial qui va être plus ou moins officiellement admis.
Et donc derrière, il faut faire une recherche pour vérifier que ce professionnel est bien chez nous. Donc si on clôturait, si on bloquait le passage dès la dépose du dossier parce qu'on dirait vous n'êtes pas recevable, c'est pas recevable parce que le professionnel n'est pas chez nous, en fait ce serait potentiellement faux. Et donc si on ne laisse pas ouvert cette possibilité-là, on empêche des consommateurs d'avoir accès à la médiation alors même Voilà. qu'au final ce serait recevable. Et ça, c'est majeur parce que ça fait partie des éléments que nous, on a pris en compte, de pouvoir accompagner les consommateurs, de pouvoir les orienter, de pouvoir leur donner l'information juste, même si effectivement, sur les statistiques, ça fait pas beau, mais on préfère avoir un accompagnement éthique que de belles statistiques. Donc Et en ça, plus c'était de un ça, point. on est en train d'améliorer les choses. C'est-à-dire que là, c'est vrai que dans l'exemple que tu prends, ça paraît être euh, difficile, mais en retour, on donne de l'information au consommateur. Et donc, comme ça, il est mieux orienté. Donc, on fait un travail de popularisation. Mais vous allez voir, on a d'autres idées pour ce qui est de la communication et ça va se mettre en place en 2026. Vous allez voir, ça va être d'enfer. Mais donc voilà, on a des super, c'est un super travail qui a été mis en place. Hein, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la France, du fait de ce dispositif de médiation, ben, a réussi, moi je pense ça, je pense qu'elle a réussi à prendre un leadership. Vraiment, c'est un modèle. Parce que dans certains, j'ai vu par exemple la Croatie. La Croatie, il y a 250 saisines, je crois, je me souviens plus à peu près, j'ai pas le chiffre comme ça, Oui, les parce que chiffres sont ça a pas été quand terribles, même effectivement. ça a été quand même, c'est un rapport qui est lourd, hein, comme vous avez vu, il y a du chiffre, mais, mais il y a des pays où, en fait, il n'y a pratiquement pas de saisine. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de conflit de la médiation de la consommation, où il n'y a pas de litige de médiation de la consommation dans ces pays-là. C'est tout simplement que c'est un tel marathon pour saisir le médiateur, où c'est tellement inconnu que ben, il n'y a pas beaucoup de saisines. Donc, c'est comparé, par exemple, à un pays comme la Croatie par rapport à la saisine de la médiation de la consommation, ben, c'est complètement illusoire. Je pense que justement, il y a un vrai souci d'exemplarité qui nécessite une évolution, hein, comme le dit le président El-Nouchi. C'est clair que ça nécessite une évolution, mais il y a vraiment une exemplarité du dispositif français. Pendant un temps, on a pensé, et les gens de la CECMC d'ailleurs aussi, avaient pensé que les dispositions européennes risquaient de menacer le, le- le modèle français. Eh ben, en fait, non, pas du tout. Et je pense que c'est quelque chose qui, curieusement, parce que la France n'a pas été forcément la première à mettre en place ces dispositifs de médiation, mais ça va être peut-être le mieux. Et on le voit sur la médiation de la consommation, comment ça s'améliore. Avec une approche un peu disruptive par rapport au modèle habituel, où on fait référence au droit, et beaucoup au droit, et c'est encore le cas, parce qu'il y a une insistance sur le fait que les médiateurs de la consommation doivent être formés au droit et dans des domaines particuliers à chaque fois, etc. Mais en réalité, il y a une prise de conscience aussi, c'est que c'est pas par le droit qu'on résout vraiment les litiges. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on fait, quelle que soit la nature du litige, si on commence par revenir sur les relations où se sont initiées les difficultés relationnelles, où s'est initié le litige avec les acteurs en question, eh ben, il se peut très bien qu'on réussisse à trouver des solutions qui pourraient surprendre les juristes. Et au lieu d'avoir une masse importante de saisines, comme ça, qui posent des gros problèmes, avec le traitement des dossiers, la lourdeur du dossier, etc., eh bien que l'affaire soit d'abord relationnelle avant d'être un dossier. Moi, je vous proposerais cette expérience, euh, c'est que avant le dossier, on parle de relations. Et si jamais vous pouvez entendre ça, si c'est possible que vous entendiez ça, vous de la CECMC et puis de tous les décisionnaires, mais nous, on en fait l'expérience et c'est ce que j'avais voulu transmettre la fois où on s'était rencontrés au ministère des Finances. Ben, si ça, c'est possible, de voir que
par la relation, on arrive à résoudre des difficultés, des litiges qui prennent une autre tournure dès lors qu'on commence à étudier le dossier. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. Dans les médiations qui ont abouti, donc toutes celles qui ont abouti, c'était marqué 80% à peu près selon le rapport de la CECMC. Alors eux, ils identifient comment on est arrivé à une solution. L'accord entre les parties, c'est-à-dire que le médiateur accompagne les personnes et constate un accord que les parties ont trouvé entre elles. De manière générale, donc le chiffre national, c'est 21% des médiations terminées qui font l'objet d'un accord entre les parties. Et nous, on est à 70%. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on a favorisé la qualité des relations de manière à ce que les personnes trouvent leur solution. On a favorisé l'entente. On passe de 21% au niveau national à 70% dans la pratique de la société médiation professionnelle. Et après, vous avez les propositions du médiateur acceptées par les parties. Là, c'est 63,8% au niveau national. Donc on voit bien qu'à chaque fois, c'est le médiateur qui propose une solution parce que, eh bien, il n'a pas pu accompagner les personnes pour qu'elles le trouvent elles-mêmes. 63,8%, chez nous, c'est 15%. Et enfin, les propositions du médiateur refusées par l'une ou l'autre des parties, c'est 15% au niveau national, 15,1%. Chez nous, on est à 15% aussi. C'est relativement similaire. Mais vous voyez bien quand même que les chiffres là, même si c'est une statistique, ça n'a pas de valeur en soi, néanmoins, vous voyez que la tendance, elle est plutôt de manière nationale sur des médiateurs qui font de la proposition de solution, en droit et en équité. Et puis, de notre côté, pour la société médiation professionnelle, c'est plutôt un médiateur qui favorise l'entente de manière à ce que la solution émerge des personnes qui n'arrivaient plus à se parler. Et donc là, le lien, la qualité des relations est beaucoup plus fortement rétabli, ce qui permet souvent que le consommateur reste client a posteriori et soit satisfait de ce qui s'est passé et de ce qui se passe après. Donc ça, c'est un point majeur quand même sur le positionnement de de ce que devrait être la médiation de la consommation au regard de la pratique des médiateurs professionnels. Ensuite, C'est vrai que là, on pourrait augmenter, aller plus loin, mais alors on peut vous dire, allez, le rapport, si ça vous intéresse vraiment d'approfondir. Le rapport, il est téléchargeable, hein, il est public. Et nous, on va aussi publier notre rapport, donc on ne manquera pas de publier nos chiffres. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, hein, en bref, hein, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça peut paraître être encore un parcours pas facile pour les consommateurs. Mais tu vois, avant de faire cette émission, on était en train de causer, on a causé longuement sur la manière dont on peut se mettre dont on peut considérer la posture de chacun. C'est vrai que la tendance, quand on fait du consumérisme, j'ai été moi-même donc juriste dans une association de consommateurs, puis secrétaire général d'une association de consommateurs, pendant plusieurs années. Et bien sûr, j'ai pris la fait et cause pour les consommateurs, mais je me suis aussi aperçu quand même que la loyauté relationnelle, la loyauté relationnelle, elle est, elle est assez partagée, hein. C'est quelque chose qui est très divisible sur le plan statistique, hein, et donc, on peut voir que l'acte de déloyauté relationnelle, il vaut autant, quand il existe, ça pèse autant du côté du consommateur que du professionnel. Donc, moi, je pense que la société de la consommation, c'est vrai, a des travers importants. On voit qu'il y a des professionnels qui sont pas regardants et pas très respectueux de l'éthique, et il y a des consommateurs qui leur rendent bien.
Donc, il faut pouvoir faire le tri, et c'est ça la posture des médiateurs, être distancié par rapport à un préjugé qui, a priori, mettrait le professionnel comme étant le loup et le loup pour l'homme, tu sais, et donc le petit agneau du consommateur qui serait, lui, la victime du consumérisme ambiant. Donc, moi, je dis attention à ça. Parce que c'est quand même, on est au cœur de je dirais, de la protection de la qualité relationnelle ou de la promotion de la qualité relationnelle, en même temps que de la liberté de décision. C'est quand même très important, et ça, je souhaitais vraiment le dire, parce que c'est ce vers quoi, en fait, globalement, même si nous, on est là, on se dit, bah, on est un peu en avance par rapport à ça, mais en fait, on voit bien que dans l'évolution du dispositif de la CECMC, il y a quand même, j'ose espérer, la prise en considération de cet élément qui pour nous est fondateur. Et donc, toutes ces données, en fait, euh, pour moi, c'est encourageant. C'est vraiment encourageant tout ce qui est dit. Il y a un vocabulaire qui s'affine, qui s'ajuste, et qui ne polarise plus seulement sur le droit. Et qui dit pas rendre le droit accessible. Pour moi, c'est rendre l'entente opportune. Et c'est surtout ça. C'est ces deux idées-là, et je pense que ça commence à se rencontrer. Alors, effectivement, il y a même un moment dans le rapport où, alors je ne sais plus qui parle, hein, parce que sur les 88 pages, c'est impossible de le connaître par cœur, Ouais. mais il y a une des intervenantes qui exprimait le fait que l'avantage du médiateur de la consommation, c'est que justement, il va au-delà de ce que pourrait dire la loi, de ce que pourrait dire un juge. Alors il va en deçà ou au-delà, en tout cas, il prend en compte, plus que le droit, il prend en compte ce qui se passe entre les personnes. Alors c'est indiqué comme équité, le terme n'est peut-être pas encore tout à fait approprié, mais l'idée quand même, la bascule vient là, c'est que ce n'est pas le droit qui permet de rétablir la qualité des relations, et le médiateur doit aussi pouvoir s'en emparer pour accompagner ces personnes. On l'a vu avec les chiffres, c'est tout à fait possible de pouvoir accompagner des personnes pour qu'elles trouvent leur accord elles-mêmes par le rétablissement de la confiance et donc par l'entente. Euh, Tu voulais peut-être Alors, mettre... on a fait un petit tableau, Jérôme, pour conclure notre discussion, parce que je pense qu'on arrive à ça, hein. Il est 13h29. On a refait un hebdo d'une heure, comme on savait faire avant. Mais je pense que ça, c'était quelque chose qu'on voulait partager. Et si jamais il y a des gens de la CECMC, on pourrait les rapprocher, leur demander ce qu'ils se pensent de leur propre rapport, demander au président Enlouchi, s'il a un petit peu de temps, de venir nous raconter sa perception des choses. Je pense que ça serait une bonne promotion pour la médiation de la conso. En tout cas, en conclusion, on a fait un petit tableau. On a fait un petit tableau, et ce petit tableau-là, je pense il est tout à fait partageable. Attends, je vais essayer, je peux pas le partager moi-même, mais toi tu peux, puisque tu as t'as la main sur le partage. C'est possible de partager ce tableau à partir de en conclusion, tu vois. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça, parce que c'est quand même, il y a, du côté de la CECMC, il était dit la médiation de la consommation fonctionne, mais elle ne fonctionne pas encore bien pour tous. Ça, c'est clair. C'est rendre accessible cette médiation de la conso. Alors, je vous l'ai dit, on va faire en sorte, on va faire à fond une com d'enfer. Oh, ça c'est joli, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Jérôme, c'est très beau, c'est fractalisé. Voilà. En conclusion, donc, on va vous faire une petite lecture comme ça va être sympa, ça va être la fin de notre émission. C'est que la CECMC voit les choses comme étant la médiation fonctionne, mais elle ne fonctionne pas encore bien pour tous. Alors nous, ce qu'on retient par rapport à ça, c'est qu'ici, c'est notre conception d'une profession qui répond à des défis nouveaux. La profession de médiateur professionnel, parce que c'est bien sûr que c'est un aspect de la médiation de la conso, mais ça rentre dans l'activité globale de la médiation, de l'exercice de la profession de médiateur. Alors, c'est la profession de médiateur, et elle répond à des défis nouveaux
d'une civilisation promotrice d'une liberté apprise, hein, comprise et garantie. C'est très important, cette idée du défi de la profession de médiateur. On en a parlé des défis, on y reviendra, puisque toute l'année 2026, on va parler en termes de défis auxquels la profession de médiateur répond. Et là, ça participe la médiation de la consommation, participe de la réponse à un défi qui est de celui de la qualité des relations entre les personnes, parce que ça, c'est le deuxième problème. C'est nous retenons, nous, tandis que du côté de la CECMC, elle dit bah, il y a un problème en fait de la médiation. C'est pas seulement juridico-judiciaire, hein, elle le dit, tu viens de l'évoquer, hein, il est organisationnel et relationnel. Et pour nous, c'est l'impératif de la qualité de la relation. Évidemment, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il y a aussi le point, c'est dans le rapport de la CECMC, c'était garantir l'accès à la médiation, hein. C'est pas seulement une formalité réglementaire, hein, c'est une obligation de loyauté. Alors ça, c'est ce que j'évoquais, parce que il y a beaucoup de professionnels qui sont considérés comme a priori pas très loyaux, dans la mesure où ils refusent l'accès à la médiation, puisqu'ils refusent d'aller en médiation. Alors, comme ils refusent, bah, ça bloque le droit d'exercice de la médiation pour le consommateur. Donc là, c'est la question, est-ce que la médiation doit être obligatoire? Pour l'instant, ils en sont à dire que non, parce qu'il y a toujours les gens réticents là-dessus. Non, la médiation ne doit pas être obligatoire, mais moi, je vous l'ai dit, ça va le devenir, parce que déjà, en droit administratif, c'est fait, dans des situations parentales, c'est fait, dans des différentes situations, la médiation et devient obligatoire. Pour l'instant, c'est le dispositif, c'est qu'un pas, c'est une évolution, c'est juste une évolution. Soit les gens qui sont en place changent d'idée et puis font progresser le droit à la médiation, ce qui rend obligatoire en fait le fait que les gens discutent, hein, c'est tout. Et donc, c'est pas une obligation qui est mortelle ou qui est privative. C'est ça, est-ce que l'obligation est privative de quelque chose? Ou est-ce elle est un enrichissement possible? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Elle n'est pas du tout privative de quelque chose. Au contraire, l'absence d'obligation est privatif. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en termes de droit. Je ne veux pas donner une leçon à des juristes, mais c'est quand même important. Donc, soit ben, les juristes en question ben, évoluent dans leur pensée, soit ça se passera sans eux, hein, parce que c'est comme ça s'est passé déjà par rapport au dispositif de médiation obligatoire que j'avais annoncé, moi, à la fin du XXe siècle, hein, en 1999. Alors, on retient en fait, pour nous, notre proposition du droit à la médiation, et qu'on a proposé aussi d'une manière constitutionnelle. Donc la médiation de la consommation est devenue un pilier silencieux de la régulation économique. Et pour nous, ben, de ça, on retient notre paradigme d'entente sociale par rapport au contrat social. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Le PMN, la CPMN sont à votre écoute. N'hésitez pas, prenez contact avec des médiateurs de la consommation. Vous faites SMP, médiation de la consommation, et vous nous trouvez facilement. Et puis si vous voulez trouver des médiateurs sur d'autres aspects, la vie d'entreprise, la vie familiale, la vie sociale, eh bien, n'hésitez pas, allez voir sur allomediateur.com. D'ailleurs, c'est génial, vous avez tous les professionnels qui sont là à votre service. Merci beaucoup de votre attention et pour moi, à la semaine prochaine. Merci Jean-Louis, merci à toutes et à tous. Vous pouvez évidemment revoir cette émission en replay sur mediator.tv. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez vous abonner pour être informé au moment où les directs commencent et aussi pour chaque publication de vidéo, puisqu'il n'y a pas que des directs, il n'y a pas que les replays, et il y a aussi plein d'autres émissions thématiques sur la médiation et la médiation professionnelle. Nous vous donnons rendez-vous. Eh bien, là, on se donne rendez-vous en janvier, puisque la période scolaire qui s'annonce fait que l'hebdo va se mettre en pause lui aussi. On se retrouve donc en janvier, le 6, je crois, le mercredi en janvier, pour un prochain hebdo à 12h30, en vous rappelant aussi que avant l'hebdo de la médiation de janvier, vous avez le webinaire de Préventica qui aura lieu mardi à 14h30. Pour y assister, il vous suffit de vous inscrire sur Préventica et vous aurez donc votre lien pour pouvoir assister à ce webinaire
qui parlera de médiation, de la médiation dans le milieu du travail avec les personnes de confiance, comme ça peut exister en Suisse, et puis ce En qui peut Belgique. être mis en place en France et en Mm. Belgique, effectivement. En attendant, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, si vous vous arrêtez. Sinon, bon courage pour tous ceux qui vont continuer à travailler pendant ces périodes-là. Et rendez-vous en 2026. Bonne semaine et bon Noël.